Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon. oseille, La moula. risby, Salaire. Honoraire. Prime. Pension de retraite. Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. Bitcoin. Crédit. Intérêt. SCPI, Plan d'épargne action. PER. Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, monter sa boîte, demander un crédit immobilier, se séparer, se remarier, changer de boulot, partir en retraite, hériter, devenir veuve. Autant de grandes étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et son patrimoine ou matrimoine, actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour fauché, voire spolié. C'est ce que nous vous proposons chaque mois dans ce podcast avec nos experts invités. Si vous ne savez pas comment vous informer pour mieux vous occuper de votre argent, si ce que vous racontent les experts de la banque et de l'assurance entre autres vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. Notre mission, vous aider à bâtir votre indépendance financière qui est la clé de votre liberté. Et vous aider à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous, avec un regard de femme, de conjointe, de mère sur l'argent. Je suis Corinne Goldberger, journaliste, et j'anime ce podcast avec Thierry Ohaillon, gestionnaire de patrimoine et co-auteur de Les filles osons parler argent et L'argent au féminin. Merci à notre partenaire Exante, cabinet de conseil spécialiste de l'investissement dans la silver economy, à découvrir sur exante.fr. Et maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. La génération des baby-boomers, donc tes parents ou tes grands-parents, chère auditrice, possède 9 000 milliards d'euros d'héritage, du jamais vu dans l'histoire économique de la France. Pour te donner une idée, cela représente près de 3 fois la dette française. C'est ce que les économistes appellent la grande transmission et même le séisme successoral. Un phénomène de transmission qui va s'étendre jusqu'en 2040. Et oui, dans quelques années, tu vas peut-être hériter d'un petit pactole. Je dis peut-être car vous n'avez pas toutes des parents proprios et qui ont épargné et investi pour se constituer un patrimoine financier pour leurs vieux jours et, comme on dit, laisser quelque chose aux enfants. Où allez-vous investir ces sommes rondelettes ? Mais certaines d'entre vous sont déjà dans ce genre d'interrogation avant même d'hériter. Elles cherchent un complément de revenu et justement, elles ont par exemple une assurance vie qui ne rapporte pas grand-chose et elles se grattent la tête. Aux infos, elles voient les bourses européennes plonger avec l'envolée des prix du pétrole et elles se disent « La bourse, les actions, oulala, c'est trop risqué pour moi ». Alors, comment créer un complément de revenu peu sensible aux variations de la bourse ? Certaines se disent « Je vais acheter un appart et le louer ». D'autres pensent à investir dans des parkings ou des laveries automatiques. Il faut dire que les réseaux sociaux regorgent d'influenceuses et d'influenceurs qui vous proposent des placements soi-disant juteux et des formations pour les atteindre, sans jamais vous dire de quoi ils parlent. Vous avez sans doute remarqué. Pour le savoir, il faut d'abord que vous acceptiez de donner votre mail et votre 06, un vrai teasing. Mais ça refroidit tout de suite. Enfin, moi en tout cas. Alors, où investir hors bourse ? Dans notre épisode numéro 12, on vous avait décrypté l'investissement dans une chambre d'étudiant ou dans une chambre d'EHPAD. On va revenir sur la chambre d'EHPAD. C'est en effet un des rares investissements où l'on trouve facilement des locataires. La France comptera 2,3 millions de personnes âgées dépendantes en 2060. Et toutes celles qui ont une grand-mère âgée qui a complètement perdu son autonomie le savent. On manque de place en EHPAD, surtout dans les grandes villes. Et la demande de chambre est donc très forte. Placer ses sous dans un EHPAD ou dans une résidence médicalisée pour seniors encore alertes peut donc être une idée à creuser, tout en s'avérant un placement socialement utile. Et pour en reparler aujourd'hui, nous sommes tous les deux avec Thierry Ohaillon, mon complice dans ce podcast, qui connaît bien ce type de placement, c'est son métier. Absolument. Allez jeter un œil sur son site exante.fr. Donc bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Léo Gulli à la technique. Et j'ai beaucoup de questions à te poser, mon cher Thierry. Eh bien, Alors, allons-y. quand on pense EHPAD, on pense à ces EHPAD comme Orpea, qui s'appelle désormais Emeis, Oui.
et qui ont défrayé l'actualité à l'époque avec des cas avérés de maltraitance des pensionnaires. Donc à l'époque, leur rentabilité en avait pris un coup évidemment après la révélation de ces scandales. Mais tous les EHPAD ne sont pas maltraitants. J'ai une personne de ma famille, je connais bien le cas, qui est en EHPAD et je suis bien placée pour dire qu'elle y est bien traitée. Elle le dit elle-même. Voilà, eh bien, ma maman, par exemple, est en EHPAD. Elle est hémiplégique depuis un AVC, mais elle a toute sa tête. Alors, donc, qu'est-ce qui a changé depuis notre épisode 12 sur le sujet ? J'ai vu aussi que Corian avait changé de nom et s'appelle désormais Clariane. Absolument. Et donc, mon cher Thierry, qu'est-ce qui s'est passé depuis, d'un point de vue d'investisseuse ? Est-ce que la confiance dans les EHPAD est revenue ? Alors, après le scandale Orpea, comme on aime bien l'appeler, c'est-à-dire ce livre qui a été écrit par un journaliste d'investigation, eh bien, depuis, 100% des propriétaires de chambres d'EHPAD en France, dans le groupe Orpea, ont touché des loyers. Donc, il n'y a pas eu de gens qui ont eu des impayés de loyers. Personne n'a morflé. Absolument. Il n'y a pas eu de dégâts de ce côté. Certes, il y a eu des dégâts du côté des gens qui avaient investi en bourse sur la société Orpea, qui ont vu la valeur de leur action s'effondrer. Mais globalement, la vie des EHPAD continue comme un long fleuve tranquille, à savoir que on a de plus en plus de personnes âgées dépendantes qui viennent frapper aux portes des EHPAD pour avoir une place. On a, de la part des EHPAD, énormément de communication et aussi énormément d'attention en termes de soins apportés aux malades et aussi des initiatives beaucoup plus sociales à l'intérieur de l'EHPAD. On s'occupe mieux des gens. En tout cas, on fait attention à communiquer sur l'attention qu'on apporte aux pensionnaires. Et puis, le monde des EHPAD, comme tout le secteur de la santé, évolue énormément. Et donc, aujourd'hui, on voit des initiatives d'EHPAD partagées avec multigénérationnelles. On voit des initiatives locales où on va permettre à des jeunes travailleurs de pouvoir habiter dans l'EHPAD. Voilà. C'est pas mal cette idée de mélanger des générations. Oui, absolument, absolument. Ben, tout est une question de, comment dirais-je, de relation entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes pour faire en sorte que tout ce monde arrive à vivre ensemble. Voilà. Alors toi qui vois passer dans ton activité des femmes qui investissent dans les chambres d'EHPAD, est-ce que tu peux nous parler un peu de leur profil ? Est-ce que ce sont des femmes qui ont hérité ? Est-ce que ce sont des cadres en quête d'un placement non lié à la bourse, comme je le disais, donc plus sécurisant que les actions ? C'est qui ? Alors, puisqu'on va parler des femmes ici, et exclusivement des femmes, les femmes qui investissent ici quand elles sont, on va dire, jeunes, c'est dans une perspective de s'organiser de manière totalement indépendante pour avoir des revenus complémentaires plus tard. Pour beaucoup, elles ont le projet de faire des enfants, d'être en couple, mais elles préfèrent s'occuper correctement d'elles-mêmes. Ça, c'est pour les filles qui ont, on va dire, en dessous de 35 ans. Pour les femmes qui ont au-dessus, on va dire entre 40 et 45 ans, dans ces cas-là, il s'agit soit de femmes cadres, ou en tout cas de femmes qui ont reçu de l'argent, ou qui ont reçu des bonus, ou bien qui ont vendu un appartement familial parce qu'elles se sont séparées, et qui alors cherchent à allouer cet argent de manière le plus sûre possible, le plus apaisée possible. L'idée étant que elles ont envie de pouvoir sécuriser cet argent, avoir des revenus. Et un autre aspect qui est très très important, c'est la sécurité des revenus récurrents et la tranquillité de la gestion. Parce que ça, c'est un sujet qui est très important quand on rentrera dans les détails. Et puis après, quand elles sont plus âgées, pour certaines, bien sûr, il y a des divorces, elles ont perçu de l'argent au cours d'un divorce et où il y a des héritages. Et alors là, j'ai énormément de cas de femmes qui souhaitent ralentir leur activité professionnelle. Elles ont fait des enfants, elles les ont élevés, elles ont eu une vie professionnelle, elles sont pas la soixantaine, elles arrivent à la soixantaine et elles ont le désir de ralentir professionnellement. Et là, elles vont investir pour se faire un complément de revenus qui va leur permettre en fait de compenser une perte de revenus professionnels. Voilà. Comme ça, l'idée étant que ce complément de revenus leur permet de générer du temps libre, du temps pour elles-mêmes. Voilà. D'accord, je vois bien de quoi tu parles. Et après, on n'a pas parlé des dames encore plus âgées. Oui. Alors là, donc, tu veux dire les pré-retraités, les retraités on va dire entre 65 et 90 ans. Ah oui, voilà. Donc c'est la génération des grands-mères. La génération des grands-mères qui se retrouvent dans une situation avec de l'argent placé,
trop de temps à s'en occuper. Il y a des sujets de fiscalité. Elles sont. C'est complexe. C'est complexe. Elles ont plus envie de ça. Elles cherchent une solution simple. Et ça, c'est la solution simple. Elles vont venir ici, elles vont placer leur argent là, et c'est simple. C'est investir à la paresseuse. En tout cas, elles vont investir avec le consentement des fois des enfants. Les enfants vont venir pour... J'ai le cas d'une dame ici qui avait plus de 90 ans. Plus de 90 ans. Absolument. Et qui cherchait à placer une somme importante d'argent dont elle ne faisait rien à cause du fait que à chaque fois qu'elle retirait un peu d'argent, elle avait l'impression qu'il lui restait zéro. Et donc, elle a préféré faire un investissement dans lequel il y avait des revenus importants. Comme ils n'étaient pas fiscalisés, ça lui permettait aussi de gâter les enfants, les petits-enfants, enfin. Alors maintenant, explique-nous un petit peu, comment est-ce qu'on fait pour investir dans un EHPAD à la fois bienveillant avec ses pensionnaires, c'est le minimum, et rentable pour l'investisseuse novice? Comment on fait pour dénicher le bon exploitant fiable? Est-ce qu'il y a par exemple des classements, des avis sur Internet? Ça se passe comment? Alors, dans l'ordre. Déjà, il vaut mieux s'adresser à un professionnel comme moi qui a l'habitude d'accompagner les clients et les clientes pour pouvoir identifier la bonne cible. Alors, comment identifier la bonne cible? Le premier réflexe, puisque c'est de l'immobilier, c'est l'emplacement. Toujours lui. Donc, on va investir dans un endroit qui correspond à nos critères financiers. C'est-à-dire que, en fonction des moyens qu'on a, on va pouvoir investir dans tel ou tel coin. Bien sûr, moi j'ai tendance toujours à privilégier les grandes agglomérations. Je suis un amoureux des grandes agglomérations. Et c'est là où il y a le plus de demandes en plus. C'est là où il y a le plus de demandes, mais aussi il n'est pas écrit que monsieur et madame qui habitent à la campagne, quand un seul survivra, les enfants pourront s'occuper d'eux quand ils vont rester à la campagne. À tous les coups, les enfants ont fait des études, ils sont installés dans les grandes métropoles. Donc, première stratégie, la grande métropole. Et ensuite, oui, il y a des classements qui définissent. Il y a un palmarès en termes d'EHPAD avec les gens qui ont le plus d'établissements, le plus de chambres, le plus de personnel. Et il y a un truc qui est super, c'est que chaque résidence a un compte d'exploitation. Et tu peux donc aller vérifier. Absolument. Donc on va sur Papers et on se renseigne sur la résidence sur laquelle on a un objectif et on va voir si cette résidence est rentable ou elle l'est pas. Et là, on sait tout de suite à qui on a affaire et quel est le futur de la résidence. Voilà. Il y a un autre critère qui est celui-là indispensable, c'est il faut aller sur place et voir. Parce que on peut être surpris et on peut pas faire machine arrière. Une fois qu'on a investi, on fait pas machine arrière. Donc, moi, j'ai une méthode de travail. Être fier de ce qu'on a acheté. De ce qu'on a acheté, de l'endroit où on a acheté. Absolument. Et moi, j'ai une méthode de travail que j'impose à 100% de mes clients, c'est qu'on va voir. Il faut qu'on aille voir, on va voir sur place. Alors, de temps en temps, j'ai affaire à des clients qui sont un peu paresseux. Et dans ces cas-là, je fais un film. Bon, aujourd'hui, c'est super, un WhatsApp, et on fait un film, et on voit, et on est d'accord, oui, on n'est pas d'accord. Enfin, voilà un peu comment on va choisir. Il y a aussi le carnet de santé on va voir si la résidence est bien entretenue, elle est belle, enfin voilà. J'aimerais que tu nous dises à partir de quelle somme on peut investir dans une chambre d'EHPAD. Moi, j'avais lu que les prix aussi entre 55 000 et 500 000 euros pour une chambre. Donc, c'est une fourchette qui est très, très large. Alors, oui, on peut investir dans une chambre à partir de, probablement à partir de 50 000 euros. Mais là, on va pas être dans une grande agglomération. On va être dans une petite ville avec probablement aussi une petite EHPAD qui est pas très récente. Et quand on parle de 500 000 euros, bien sûr, on parle de résidences qui sont en plein cœur de Paris. Et là, c'est évident, quoi. On sait tout, on connaît tous à peu près le prix du mètre carré dans Paris, donc on comprend ce prix-là. Mais il y a un prix moyen, un prix médian, aux alentours de 170 000 euros. Oui. Et ça, c'est le prix de la majorité des chambres d'EHPAD, on va dire. Autour de 170 000 euros. Oui, entre 170 000 et 250 000 euros. Là, on a des chambres d'EHPAD en Île-de-France, quoi, en région parisienne en tout cas. Donc on peut imaginer que plus la chambre est chère à l'achat, plus les loyers versés seront importants. Absolument. Et comme on a un rendement moyen de 5% par chambre, on peut faire tout de suite le calcul. Si on achète une chambre à 200 000 euros, on sait qu'on a un loyer, en tout cas, avec un rendement de 5% de 10 000 euros par an. Moins un peu de taxes foncières. En général, on n'a pas beaucoup de taxes foncières parce que c'est des petites surfaces. Et moins un cabinet comptable. Il faut absolument un cabinet comptable parce que dans ce cas-là, on a besoin de récupérer la TVA, de passer des amortissements et de produire une comptabilité annuelle.
Alice achète une chambre dans un EHPAD, elle doit faire appel à un comptable ou c'est l'intermédiaire qui lui a vendu Non. la chambre En général, qui s'occupe de tout. alors, le comptable, la comptabilité. Alors, c'est nous qui allons guider Alice dans l'organisation de cet achat. Et une fois que la chambre est achetée, on va envoyer tous les documents d'achat au cabinet comptable pour procéder, 1, aux amortissements, 2, à la récupération des TVA et 3, aux déductions de l'ensemble des frais ou l'amortissement des frais. Alors, une chambre d'EHPAD, est-ce qu'on l'achète uniquement neuve dans un EHPAD qui ouvre ou alors est-ce qu'on peut acheter une chambre d'occasion, si je puis dire, En exploitation, on dit en exploitation. En exploitation, Alors, on dit. Voilà. Et si j'achète une chambre aujourd'hui, combien de temps je dois la garder si je la revends? Est-ce que je peux la revendre quand je veux ou pas avant un certain nombre d'années? Alors, on a l'option, quand on va acheter une chambre d'EHPAD, on a l'option de l'acheter neuve ou quand on en trouve, parce qu'il y en a de moins en moins, puisqu'il y a très peu de projets en neuf. Et ensuite, on en trouve en exploitation, c'est-à-dire que j'ai acheté une chambre d'EHPAD, pour des raisons X ou Y, j'en revends une, eh bien, on peut acheter une chambre d'EHPAD en exploitation en faisant attention à la durée du bail et encore une fois, savoir si elle est bien entretenue, on va la voir, on regarde qui est le gestionnaire. Et donc, l'avantage d'acheter une chambre neuve, c'est que on a des frais de notaire qui sont très bas. L'inconvénient quand on achète une chambre neuve, c'est que en général on l'achète en VFA, c'est-à-dire en valeur future d'achèvement. Donc on va commencer à payer aujourd'hui, puis la chambre va être livrée dans 3 à 6 mois. Et entre-temps, on va payer des intérêts intercalaires. Il y a des arrangements avec les promoteurs. Seulement, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on achète des chambres neuves, quand il y en a, les rendements sont bas. Quels que soient les projets, les rendements sont bas. Les promoteurs parlent de coûts de construction qui sont très élevés. Voilà. Quand on va acheter une chambre d'EHPAD en exploitation, donc quand on va passer, absolument, on va avoir des frais de notaire dits élevés, 8%. Seulement, quand on va passer le lundi chez le notaire, à partir du mardi, on va commencer à comptabiliser le loyer. C'est-à-dire qu'on va avoir un loyer immédiat. Quand on achète une chambre en exploitation, on verra quelle est la durée de vie du bail. Mais l'avantage d'acheter une chambre en exploitation, c'est que très souvent, très souvent, il y a des très belles opportunités en termes de rendement. Tout à l'heure, on regardait, il y avait un dossier qui m'était présenté, je t'en ai parlé, sur lequel on avait un rendement nettement supérieur à 6%. Voilà. Donc, il y a des cas de figure comme ça. 7,5% dans mon souvenir. Oui, voilà. Mais c'est pas une généralité, c'était un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Et c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est pour répondre sur le sujet neuf ou ancien. D'accord? Ensuite, tu me parlais de la gestion. Oui, je voulais savoir si une chambre d'EHPAD, je peux la revendre quand je veux ou pas avant un certain nombre d'années. Alors, si on n'utilise pas de dispositif fiscal, c'est de l'immobilier qu'on a acheté, on peut le revendre quand on veut. Bien sûr, comme c'est de l'immobilier et que en France, quand on achète de l'immobilier, mais quel que soit l'immobilier qu'on va acheter, on a des frais de notaire et les frais de notaire sont d'une manière ou d'une autre, que ce soit en neuf ou que ce soit dans de l'ancien, sont relativement importants. Et donc, il faut quand même une durée pour les amortir. Et cette durée minimum, je dis bien minimum, c'est 15 ans. 15 ans. Il faut garder la chambre 15 ans pour l'amortir. Un des sujets aussi qui est très important ici à signaler, c'est que quand on a défini des objectifs, au moment où on va faire un investissement comme une chambre d'EHPAD, on sait pourquoi on fait ça. On va investir pour avoir des rentes récurrentes et certaines. Il ne s'agit pas ici de faire un investissement spéculatif, quoi. C'est pas comme si on achète une chambre, on fait des travaux, tatati tatata. Mais encore que, aujourd'hui, dans le marché de cet immobilier qui s'est quand même beaucoup calmé, les achats spéculatifs sur l'immobilier sont quasiment impossibles. Donc, oui, on peut revendre sa chambre d'EHPAD quand on veut. Quelle est la valeur de la chambre d'EHPAD? Elle est en fonction du rendement moyen de la période. Quand on avait des coûts de crédit très bas, on acceptait des rendements bas. On a des coûts de crédit plus hauts. On cherche des rendements plus hauts. Et à propos de crédit, on peut bien évidemment faire un crédit pour acheter une chambre d'EHPAD si on est intéressé par cet investissement. Voilà. Alors en fait, quand on va faire un investissement en EHPAD, on se retrouve exactement comme quand on fait un investissement en immobilier. On a un apport, on a un banquier. En fonction de ce qu'on veut épargner tous les mois, eh bien, on va faire un apport plus ou moins important. Le banquier va nous financer la chambre à des taux de crédit identiques à celui qu'il va donner à quelqu'un qui va acheter une résidence principale. Donc, ces temps-ci, on est aux alentours de entre 3,2 et 3,4. Et on va ensuite déduire les frais d'emprunt de la comptabilité de la chambre.
Donc, quand on va acheter une chambre d'EHPAD et qu'on va l'acheter en la payant au comptant, on va avoir le privilège et la chance d'avoir pendant 10 ans des revenus 100% défiscalisés. Et par contre, si on fait appel à du crédit, alors là, on va avoir pendant 100% de la durée du remboursement du crédit, c'est-à-dire une vingtaine d'années, zéro fiscalité à payer pendant toute cette période grâce aux intérêts d'emprunt et aux amortissements. Tu nous le garantis? Oui, oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est le taux de rentabilité moyen d'une chambre d'EHPAD? Tout à l'heure, tu as parlé de 5%. Alors, quand on a un taux marginal d'imposition élevé et qu'on a une chambre qui a un rendement de 4,5%, c'est extraordinaire. Quand on a un taux marginal d'imposition qui est faible, on dit 11% par exemple, et qu'on a une chambre à 5%, par exemple, de rendement, ça reste quand même un très très beau dossier, quoi. Vu le temps que ça prend et vu le fait que, il faut le dire, quand on va acheter une chambre d'EHPAD, on va l'amortir, 1. 2, on va récupérer toutes les TVA. 3, on ne paye pas d'impôts pendant très longtemps. 4, on n'a pas de gestion ou quasiment pas. Et ça, c'est formidable. Et alors, ce taux, mettons de rendement de 4,5%, Oui. Ce taux promis donc par le promoteur immobilier. Non, il est promis par le bail commercial que nous avons. Alors, le taux promis par le bail commercial, est-ce qu'il est garanti? Il ne peut pas tomber en dessous? Ou ça arrive? Le bail, en droit français, c'est des baux commerciaux, donc c'est 3, 6, 9. En général, dans les premières années, on a jusqu'à 11-12 ans qui sont protégés. Ensuite arrive le moment où, dans certaines résidences, pour des raisons diverses et variées, les loyers ont trop augmenté. Je veux dire, les loyers que paye l'EHPAD aux investisseurs a trop augmenté dans le temps. Donc, l'EHPAD va demander à réduire éventuellement les loyers. Il va y avoir des négociations dans lesquelles il y a des associations qui s'occupent maintenant de participer à ces négociations. Et puis, des fois, il y a des grands travaux qui sont faits dans les résidences et on demande aux propriétaires de participer d'une manière ou d'une autre. Bref. Mais on peut dire que quand on va acheter une chambre d'EHPAD, on va avoir, dans la majorité des cas, un loyer qui est protégé sur une durée extrêmement longue. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la fiscalité des chambres d'EHPAD? Ma chère Alice achète une chambre d'EHPAD 80 000 € avec un taux de rendement annoncé à 4,5%. Quelle fiscalité va s'appliquer à ces loyers? Alors, elle va choisir la fiscalité au régime réel et par conséquent, elle va avoir ses loyers moins ses frais, éventuellement des frais financiers si elle a fait un crédit, un peu de taxes foncières, si elle a un peu de charges de copro aussi, elles vont être déductibles. Et ensuite, ses amortissements vont être déduits. Elle va se retrouver à la fin fiscalement avec un BIC égal à 0 sur sa déclaration. Alors, qu'est-ce que c'est un BIC? Quand on va acheter une chambre d'EHPAD, on devient commerçant. Oui. Donc, on va déclarer les revenus en bénéfices industriels et commerciaux. Ah, c'est ça. Voilà. C'est bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Et c'est ça qui nous permet de faire des amortissements. Et c'est parce qu'on est en BIC qu'on peut faire de l'amortissement et qu'on peut récupérer la TVA. Tu avais une précision à nous apporter là. Absolument. Quand on devient loueur meublé non professionnel, donc Oui. quand on va acheter une chambre d'EHPAD ou quand on veut faire de la location d'Airbnb, une résidence étudiante ou bien une résidence de tourisme, on a le statut de loueur meublé. Et les revenus sont déclarés dans la case de bénéfices industriels et commerciaux. Oui. On devient commerçant. Okay. Oui. Bénéfices industriels et commerciaux. Absolument. Sociaux. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir, 1, récupérer les TVA, 2, faire des amortissements, 3, avoir une véritable comptabilité de commerçant. Ici, on parle d'acheter une chambre. Mais il y a des gens dans ma clientèle qui ont acheté 7, 8, 10 chambres et qui ont une véritable activité commerciale. C'est-à-dire que là, on c'est a du des plein temps, revenus. là. Pardon ? C'est du plein temps. Mais non, ils font rien. Ah oui, ils n'ont rien à faire. Ils ont des loyers qui descendent tous les trimestres. D'accord. Ils ont les 4 quittances de loyer par résidence à envoyer au cabinet comptable. En général, c'est des gens qui avaient des moyens, qui ont acheté avec ou sans crédit, mais en général avec pas beaucoup de crédit. Et donc, ils ont des revenus qui sont importants. Et donc, du fait qu'ils ont des revenus importants, alors il y a un certain nombre de prêts qu'ils peuvent déduire. Voilà, c'est vraiment véritablement des commerçants. Bon alors concrètement, ma chère Alice a acheté une chambre d'EHPAD pour 100 000 €. Elle a signé pour un rendement de 5% dans le comment tu appelles ça déjà? Avec le bail, grâce à son bail commercial. Grâce dans son bail commercial, elle a signé pour un rendement de 5%. En net,
Combien elle va toucher tous les mois? Écoute, tu peux considérer qu'elle va toucher 400 € par mois. 400 € par mois. Ouais. D'accord. Donc, vous rappellerez les filles, j'investis 100 000 € à 5% de rendement. Il lui reste 416 € dans la poche en loyer. Et sans fiscalité? Absolument, sans fiscalité, parce que alors qu'elle est achetée au comptant ou qu'elle est achetée à crédit, au comptant, elle aura ce revenu pendant 10 ans qui aura aucune fiscalité. Et si elle achète avec de la dette, elle va avoir, pendant 20 ans, elle va rembourser la dette et elle va avoir ces 416 € qui vont lui permettre de financer le crédit. Et je rappelle qu'elle doit payer la taxe foncière aussi. Oui, mais donc sur la base de ce qu'on s'est dit, voilà, il y a la taxe foncière qui est déductible, il y a 250 € si c'est une chambre de cabinet comptable, mais ça se voit pas avec le temps, puisque au premier jour, elle va toucher 416 €, mais son loyer va augmenter tous les ans, puisque les loyers sont indexés, ils augmentent tous les ans. Donc voilà, les frais supplémentaires vont être absorbés très vite dans le temps. Tu m'as expliqué tout à l'heure que une investisseuse dans une chambre d'EHPAD n'a rien à faire, en fait, à part toucher ses loyers, en gros. Oui. Pourquoi? En fait, c'est un gestionnaire qui se charge de tout, il y a un intermédiaire qui charge de tout. Ça se passe comment? Entre elle, le gestionnaire, l'exploitant Alors, ok, le gestionnaire et l'exploitant, c'est la même chose. Donc en fait, quand elle va recevoir ses loyers, elle va recevoir une facture comme si elle avait émis une facture. À la fin de l'année, elle prend ces 4 factures, elle les envoie au cabinet comptable qui va s'occuper de payer les TVA parce qu'elle reçoit ses loyers TTC. Donc pendant un certain temps, elle va avoir de la trésorerie en plus. Le cabinet comptable va payer la TVA. Il va procéder aux amortissements et il va lui donner des chiffres de déclaration de fin d'année. 0. Alors, est-ce qu'il y a quand même des pièges à éviter, mon cher Thierry? Est-ce qu'il n'y a pas des promesses un peu trop belles, des promoteurs exploitants avec des rendements à 6, 7%? Absolument. Et bon, loyer garanti, les garanties par qui exactement? Par le bail commercial. Le bail commercial en droit français, c'est un des contrats les plus sévères qui soit. Alors, les pièges à éviter? Alors, le piège à éviter, c'est la résidence beaucoup trop vieille. Quand on va sur place, on voit qu'elle est fatiguée, on voit qu'inéluctablement, avec les normes européennes qui arrivent, il va y avoir des travaux probablement à assurer par les copropriétaires. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut se méfier des résidences qui sont un peu trop dans la campagne. Ah oui. Parce que si elles sont trop dans la campagne, le personnel a du mal à venir travailler, et les proches ont du mal à venir, et ils vont préférer une solution plus proche de la ville ou de là où ils vivent. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on investit dans un EHPAD vétuste qui ferme? Que devient la chambre? Là, du coup, on perd tout son investissement? Alors, en général, beaucoup de ces anciens établissements sont convertis en lieu d'hébergement pour des jeunes travailleurs. Voilà. Donc, on va changer la destination du lieu et on va essayer de préserver l'investissement des investisseurs. Et qu'est-ce qui se passe si la chambre elle est vide après achat? Ça peut arriver? Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois. Malgré le nombre de personnes âgées dépendantes qui sont sur liste d'attente? Les situations qui me sont arrivées sont des situations suivantes. D'abord, si la chambre est vide, le loyer est payé. Alors pourquoi il m'est arrivé d'avoir des chambres vides? Parce que dans un établissement, sur la largeur, il y a eu un incendie. Et donc, la sécurité pompier a interdit à l'EHPAD de louer toutes les chambres qui étaient sur la largeur. Donc on s'est retrouvé sur 4 étages avec des chambres comme ça, chaque étage qui était interdit à la location. Ça, c'était avec Orpea. Aucun de mes clients n'a subi le fait qu'il n'y avait pas de locataires et ils ont été, on leur a réattribué des chambres. Mais c'est important de dire qu'avec le bail commercial, que la chambre soit pleine ou vide, nous, les investisseurs, on reçoit des loyers. Je voudrais redire un mot de la revente, parce qu'il peut arriver qu'on veuille récupérer ses billes pour une raison ou une autre. Et j'ai lu que la revalorisation foncière, quand on investit dans une chambre d'EHPAD, est proche de 0. Donc, c'est pas sur la revente de la chambre qu'on va gagner de l'argent. Alors, premièrement, 100% des baux ont des taux d'indexation. Donc, les loyers augmentent. Donc, la valeur de la chambre augmente. Premier aspect. Deuxième aspect, aujourd'hui, on va dire que quand on va acheter une chambre d'EHPAD, on va pas chercher à faire une plus-value, on va chercher à avoir une récurrence certaine des revenus. C'est ça le contrat quand on achète une chambre d'EHPAD. On a la garantie d'avoir une récurrence de loyer garantie. Ça m'intéresse ce que tu viens de dire parce que aujourd'hui, dans Paris, il y a énormément d'appartements qui se vendent sans plus-value. Donc, on est en train d'ici de parler de plus-value d'un temps où il y avait de la plus-value tout le temps chez tout le monde, à un temps où aujourd'hui,
on n'a plus la garantie d'avoir de la plus-value quand on va vendre. C'est mon cas, par exemple. Moi, j'ai acheté il y a moins de 10 ans. Si je revends aujourd'hui, je pense que je revendrai peut-être au prix où j'ai acheté. J'en profite pour signaler qu'il existe d'autres investissements locatifs sur le même modèle, dans les résidences touristiques par exemple. Et il y a aussi une alternative à l'achat d'une chambre en EHPAD, c'est l'investissement dans une résidence-service senior. Il s'agit donc de résidences qui accueillent des retraités valides, actifs, autonomes, autour de 75 ans, qui ne veulent pas rester seuls chez elles et ne plus avoir de contraintes liées à leur logement. Par exemple, ces personnes-là elles vont trouver un logement ergonomique, des salles de bain adaptées, blanchisserie, restaurant, espace forme, salon de coiffure, bref, tout dépend du standing de la résidence. Absolument. Et je pense en particulier à toutes les veuves qui ne veulent pas rester seules chez elles dans un logement mal adapté et qui aimeraient avoir une vie conviviale dans un logement ergonomique. Voilà, dis-nous ce que tu en penses, Thierry. Est-ce que c'est les mêmes mécanismes ? Alors, selon les opérateurs, parce qu'il y a des opérateurs qui sont, on va dire, émergents, qui sont quand même costauds. Hein. Je parle des Jardins d'Arcadie, je parle de Domitis. Il y a quand même des gérants qui sont très, très costauds. Par contre, là où je ne sais pas bien vous éclairer, c'est que je ne suis pas certain que les baux commerciaux sont identiques aux baux commerciaux qu'on a dans les EHPAD. Oui. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que malheureusement, alors que dans les EHPAD, on a un taux d'occupation qui flirte le 99%, dans ces résidences seniors, on a des taux d'occupation qui sont pas forcément identiques, quoi. Voilà. Alors, donc, et c'est pour ça que je suis prudent sur ce type d'investissement. J'en profite pour dire un mot. Je voudrais rappeler aux investisseuses avisées que certes, les retraités représentent une catégorie de locataires particulièrement fiable et solvable, hein, puisque leurs revenus financiers sont fixes, hein, puisqu'ils touchent leur retraite tous les mois, ce qui garantit leur stabilité financière. Absolument. Bémol, malheureusement, on le sait, les femmes âgées sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, et on le sait, les femmes ont une retraite 40% plus basse que celle des hommes en moyenne, et elles ne sont pas toutes proprios avec un bien à vendre, ce qui ne leur permet pas toujours d'entrer dans un EHPAD ou une résidence senior si elles le souhaitent, à moins de pouvoir compter sur l'aide de leurs enfants. Il y a un certain nombre d'aides pour ces femmes qui n'ont pas forcément des revenus suffisants pour pouvoir payer la chambre. Donc elles ont des aides. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai lu que les charges de gestion et de fonctionnement dans une résidence senior sont moindres que pour les EHPAD, puisque les résidences ne sont pas médicalisées. Absolument. Donc, le rendement locatif moyen à hauteur de 4 ou 5%, je ne sais pas, tu nous diras. Et, alors, de mon expérience pour l'instant, attractif. Non, pour mon expérience prouve aujourd'hui que les résidences seniors ont des rendements inférieurs aux chambres d'EHPAD. Je voulais te poser aussi une dernière question sur la transmission des chambres d'EHPAD. Est-ce que les enfants en héritent ? Est-ce qu'on peut faire donation d'une chambre d'EHPAD ? Absolument. Alors, une chambre d'EHPAD, ça reste quand même de l'immobilier. Et c'est de l'immobilier qui est transmissible. Dans la chambre d'EHPAD, il y a un avantage fiscal qui est accordé, c'est la possibilité, puisqu'on est en BIC, d'amortir. Quand on va faire un démembrement, si on fait un démembrement, on perd l'avantage de l'amortissement. C'est le seul avantage que l'on perd. Cependant, on peut très très bien, au cours de sa vie, transmettre une chambre d'EHPAD ou faire en sorte que les chambres d'EHPAD soient héritées par les enfants. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Et donc, c'est la fin de cet épisode sur l'investissement dans une chambre d'EHPAD ou dans une résidence-service. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez appris et compris plein de choses sur cet investissement auquel on ne pense pas spontanément, hein, c'est vrai. Absolument. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer ou YouTube. Parlez-en à vos copines, vos collègues, votre mère. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits, Les filles osons parler argent chez Duno et aussi L'argent au féminin. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée.